Première partie de notre sujet sur la gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975, nous allons voir comment l'ordre économique mondial, né à Bretton Woods en 1944, a été remis en question à partir des années 1970. Cette remise en cause de l'ordre économique né à Bretton Woods en 1944 est liée à deux facteurs principaux qu'on peut d'ores et déjà retenir. Le premier est lié aux conséquences de la crise des années 1970, puis le second est lié au développement d'une nouvelle idéologie néolibérale qui a délégitimé le rôle des États dans la régulation de l'économie mondiale. Dans un premier temps, il faut revenir plus en détail sur cette crise du système de Bretton Woods en 1944, un système économique basé sur la convertibilité en or du dollar et sur le FMI. Ce même système qui a permis le décollage des économies occidentales, ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, qu'ont connu l'Europe occidentale, mais aussi le Japon. Ce système rentre en crise lorsque l'économie américaine, qui lui sert de pilier, se grippe. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'effort militaire américain, qui s'illustre pendant la guerre froide et à cette époque pendant la guerre du Vietnam, et le déficit commercial des États-Unis sont financés par ce pays par l'émission de dollars. Et il en résulte qu'à un moment donné, la quantité de dollars en circulation dans le monde est supérieure au stock d'or que détient ce pays pour garantir la valeur des billets en circulation. En conséquence, en 1971, le président Richard Nixon décide de suspendre la convertibilité en or du dollar et cette suspension devient définitive en 1976 avec l'accord de Kingston. Ainsi, le dollar n'a plus de valeur fixe, tout comme les autres monnaies nationales qui étaient définies sur le dollar, comme le franc, le Deutschmark, le yen, et toutes les valeurs des monnaies nationales se définissent désormais sur les marchés financiers. En parallèle, les économies des pays développés entrent en crise après le choc pétrolier de 1973. Il se traduit par un renchérissement du prix des matières premières, par un ralentissement généralisé de la production et de la consommation dans ces pays développés. Et enfin, la division internationale du travail se développe grâce au progrès des transports et ceci accroît la concurrence qu'exercent les nouveaux pays industrialisés. En conséquence, ce contexte de crise rend nécessaire la formulation de nouvelles voies de coopération internationale. Cette crise révèle aussi les insuffisances des institutions économiques internationales comme le GATT. Dans cette institution, les pays développés notamment ne respectent pas leurs engagements de baisse des droits de douane ou stipulent que certains secteurs de l'économie comme l'agriculture doivent y échapper. Ils cherchent de cette façon à se protéger de la concurrence exercée par les pays en développement. Les pays développés initient une nouvelle forme de coopération économique internationale avec la tenue de sommets réguliers, dont le premier a lieu à Rambouillet en France en 1975 et qui réunit les 6 grandes puissances économiques du monde. Ce G6 devient en 1977 le G7 avec l'arrivée du Canada. Ce G7 se fixe pour objectif d'améliorer la coopération économique entre les grandes puissances, d'améliorer l'action des institutions internationales comme le FMI ou le GATT, et enfin ce G7 doit permettre à ces grandes puissances de retrouver plus d'influence face aux nouveaux acteurs privés de la gouvernance économique mondiale que sont les firmes transnationales ou encore les marchés financiers. De leur côté, les États du tiers-monde militent pour un ordre économique plus juste et notamment la fin de ce qu'on a appelé l'échange inégal au sein de l'ONU et de la CNUSED. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que ces efforts de coopération intergouvernementale restent malgré tout limités et surtout consacrent la suprématie maintenue des pays développés. Cette gouvernance économique mondiale va encore se modifier avec l'émergence d'une nouvelle idéologie néolibérale qui va délégitimer l'action des États dans la régulation de l'économie mondiale.
Les années 1980 marquent le début de ce qu'on appelle la révolution néolibérale. Pour répondre à la crise persistante, les États font le choix du libéralisme. Ils sont confortés en cela par les théories de certains économistes comme Milton Friedman qui dénoncent le rôle économique des États et prônent l'autorégulation des marchés. L'élection de Margaret Thatcher en 1979 au Royaume-Uni ou encore celle de Donald Reagan aux États-Unis en 1980 consacrent la victoire politique de ce courant néolibéral. La dérégulation et l'informatisation des marchés favorisent la libre circulation des capitaux, la spéculation, mais également les délocalisations, tandis que les échanges de marchandises continuent à se développer sous l'arbitrage du GATT dans lequel on continue à négocier des baisses de droits de douane. Ces dynamiques renforcent le poids des acteurs non étatiques dans la gouvernance économique mondiale, comme les grandes banques d'affaires, les fonds d'investissement ou les grandes places boursières. Enfin, les pays développés, les grandes institutions financières vont chercher à exporter ce modèle néolibéral, notamment en direction des pays en développement. Vous pourrez citer ici l'exemple du Fonds monétaire international qui, en échange de crédits qu'il accorde à ces pays qui sont souvent surendettés, leur impose des plans d'austérité.